Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel horaire et nouvelle journée pour Face Foot tous les lundis soirs. Marquez-le sur votre calepin. On reviendra bien sûr sur toute l'actualité qui a marqué la semaine foot avec la Newsweek. Et puis le sujet du jour, bien sûr, c'est ce match entre l'Algérie et l'Éthiopie au Stade Tchaker. Dernière sortie des Verts en Algérie avant la CAN et avant ce dernier match mercredi prochain face au Mali en très mauvaise posture pour une qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. On parlera de préparation et de turnover, également de tests pour Gourcuff, et on terminera par votre rubrique, le Face à vous, avec vos questions sur la page Facebook de l'émission. La page qui s'appelle tout simplement Face Foot, comme toutes les émissions, j'allais dire tous les mardis, mais non, maintenant il faudra s'habituer. Le mardi c'est la Champions League et le lundi c'est Face Foot. Avec cette fois-ci, on va commencer par la rédaction, toujours dissipée, avec le sourire toujours étincelant, pour ne pas dire béat, mais étincelant, de Jamal Rachdi qui est avec nous. Bonsoir, salut Jamal. Bonsoir Riyad. À côté de vous, l'affaire Habib est également de la partie ce soir. Salut l'affaire, merci d'être là. Et Amine Thierman qui révise ses fiches avant le coup d'envoi de l'émission. Salut Amine. Salut tout le monde. De l'autre côté, dans le vestiaire, il essuie ses lunettes pour bien regarder les gens dans les yeux. C'est ce qu'il fait toujours. Il le fait avec les joueurs et il le fait sur le plateau avec les journalistes. Nordine Saadi est ce soir sur Face Foot. Salut Nordine. Bonjour à tout le monde. Et à côté de vous, le goleador, le, comment on dit en Espagne ou en Italie, le Pichichi. Pichichi, en Espagne. En Espagne, En Espagne, le Pichichi de l'émission Hadj Adlan. Salut Hadj. Salut Riyad, salut tout le monde. Alors, comme je vous l'ai dit dans le sommaire, on va commencer par tout ce qui s'est passé cette semaine, tout ce qui a marqué et qui a retenu notre attention. La Newsweek cette semaine, signée Hawari Bsol. Ce n'est pas facile de remplacer Vahid Halilović après une qualification historique au 8e de finale de Coupe du Monde. Christian Gourcuff, entraîneur formateur du FC Lorient, a su imposer sa patte à une jeune génération surdouée dans un laps de temps très court. Communicatif et pédagogue, l'ancien professeur des mathématiques a su métamorphoser le jeu des camarades de Yassine Brahimi. Le style Gourcuff est là, avec un schéma tactique rigoureux et porté vers l'avant. L'attaque comme leitmotiv et la liberté accordée à son meneur de jeu Yassine Brahimi dans l'animation du jeu font de Christian Gourcuff un coach respecté et aimé en 4 mois seulement à la tête de la sélection algérienne. Un feuilleton qui ressemble au feu de l'amour. Le Maroc et la CAF ont joué « Toi tu m'aimes, moi non plus ». Un bras de fer qui a duré et a fini par lasser le monde du football. Le comité exécutif de la CAF a tranché le 11 novembre dernier en faveur de la Guinée équatoriale, après la disqualification du Maroc pour l'organisation de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations dans les délais. Le Royaume Maroc, un pays hôte, avance sa demande de reporter la CAN pour cause de risque d'Ebola qui continue de ravager l'Afrique de l'Ouest et qui a fait plus de 5000 morts. A vu sa demande rejetée par la Confédération africaine de football. Et Issa Hayatou, le patron de l'instance africaine, n'a pas cédé aux sirènes du Qatar. Ce dernier a proposé ses services pour organiser la CAN. Même si la mondialisation résulte de la libéralisation des échanges, le grand baobab Hayatou a fait de cette compétition une fierté afro-africaine. La fin du feuilleton s'est terminée en Guinée équatoriale, un choix par défaut. « 10 journées sont passées dans le championnat Ligue 1 Mobilis et 12 entraîneurs sont déjà limogés pour différentes raisons sur 16 équipes engagées en ce début de saison. Mais sur les 12, 4 techniciens ont retrouvé des clubs preneurs de Ligue 1. Azdine Aïdjoudi du Net passe au MC Alma. Alain Michel retrouve le banc du Shabab de Belouizdad après son limogeage de la JS Saoura en début de saison. Le coach français Denis Coivec, démissionnaire du MC Alma, atterrit dans le sud-ouest à la JS Saoura. Et enfin, le Belge Hugo Bross, ancien coach de la JS Kabylie, prend les commandes du Nasriya du Hissendey. Des entraîneurs qui font du turnover alors qu'ils sont habitués à le faire avec leurs joueurs dans leur équipe. Un cas unique dans un championnat professionnel alors qu'il reste encore 20 matchs avant la fin de saison. Qui sera le prochain? Et le record tombera-t-il cette saison? Réponse, fin mai. Avant de jouer aux chaises musicales et en parlant de la Guinée qui va finalement accueillir dans les délais
la Coupe d'Afrique des Nations 2015. On va parler bien sûr de ce sans faute depuis la prise de fonction de Christian Gourcuff. On parlera plus en détail dans la deuxième partie du match, mais il avait peur. D'abord, il avait été assailli par les questions des journalistes lors de sa première sortie médiatique, parce qu'il venait juste après un exploit, et après, souvenez-vous, une pétition, même sur Internet, sur Facebook, pour garder Vaïd, une cote d'amour qui avait atteint son paroxysme, et il venait justement à un moment très difficile pour lui, et là, finalement, il réalise peut-être une des meilleures entrées en matière en sélection. Moi, je pense que, d'abord, pour revenir à la cote d'amour de l'ancien sélectionneur qui nous a fait un pied au nez pour partir et laisser cette cote descendre à son plus bas niveau. Pour s'écraser en Turquie. Oui, s'écraser en Turquie, oui, sur les... Enfin, l'arrivée de Gourcuff... Vous allez dire sur les rives du Danube. Non, du Bosphore. Du Bosphore. Moi, je parle de Gourcuff. Moi, j'étais sûr que cet entraîneur allait réussir. D'abord parce que, connaissant les qualités humaines de cette personne, ses qualités professionnelles également, j'étais sûr que le terrain était propice parce qu'il avait déjà une équipe en pleine éclosion, des joueurs de très grande qualité, une génération de joueurs vraiment exceptionnels qui auraient pu à n'importe quel entraîneur, j'ai bien dit n'importe quel entraîneur, même un entraîneur local, pouvoir réussir avec une équipe pareille. Le profil de Gourcuff correspond parfaitement un petit peu à la mentalité algérienne. Il apporte un petit peu son côté professionnel davantage. Et en même temps, avec la formation qu'il a, avec l'équipe A, il s'occupe aussi de la formation pour détecter de jeunes talents comme il le faisait dans son club. Donc je n'avais aucun a priori, même concernant son choix technique, c'est-à-dire l'évolution du jeu. J'étais certain qu'on allait pratiquer du très beau football, comme on l'a vu dernièrement contre l'Éthiopie. Les joueurs, ils ont facilité quelque part. Il y a le travail de l'entraîneur. C'est vrai qu'après sa venue, on commençait à dire qu'il n'avait pas d'expérience au niveau international. Au niveau africain. En plus, il n'a entraîné qu'un club, le FC Lorient. On va voir comment ça va être la réaction. Mais là, avoir un groupe pareil, je pense qu'ils ont adhéré à la façon de travail de Gourcuff. Et puis, le plus important, c'est qu'il a été clair avec tout le monde. Dès le départ, et dans ce cas-là, les joueurs se donnent à fond à chaque entraînement, à chaque compétition. Ils sont libérés. Ils sont libérés. Même sur le plan du jeu, je pense qu'il a tiré le maximum individuellement des joueurs au profit du collectif. En fait, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, et Nordine, Vaïd avait des chouchous. Ça veut dire quand on a un nouvel entraîneur, et vous le connaissez, quand il y a un changement d'entraîneur, tous les joueurs sont au même pied d'égalité et ils tentent leur chance à fond. Gourcuff, quand il est arrivé, il a parlé de philosophie, de sa philosophie de jeu. Il aime le jeu, la passe, le jeu porté vers l'avant. Est-ce que vous pensez, quand vous avez par exemple vu ce dernier match face à l'Éthiopie, est-ce qu'on sent la patte Gourcuff, la philosophie de jeu Gourcuff? Est-ce que vous la sentez? Moi, avant tout, j'ai envie de renverser la pyramide dans le raisonnement de l'obtention des résultats. On a coutume de croire ou de faire croire que tout vient de l'entraîneur, et les bons et les mauvais résultats. On oublie que dans l'obtention des résultats, dans le 100% qu'il faut atteindre, il y a quand même un pourcentage qui, soit il est acquis, soit il n'existe pas. C'est-à-dire, c'est tout le côté de la confection de l'équipe, du club, qu'il soit équipe nationale ou club, des infrastructures, des moyens financiers et humains, etc., etc. Et y compris de la bonne patte, si elle existe ou elle n'existe pas. De tout ce que j'ai appris dans le football, il est dit par les spécialistes avant moi que l'entraîneur, s'il est bon, doit apporter au moins pas plus de 30%. Il ne peut pas parce que il y a le reste. Il y a la valeur et le talent du joueur, il y a les moyens, etc. C'est-à-dire s'il avait des canassons, il n'aurait pas fait de résultats. Bien sûr, notre équipe nationale, elle a sa base pyramidale est construite depuis longtemps. Le choix a été fait sur des joueurs plutôt professionnels qui viennent d'ailleurs. La fédération algérienne, et moi je suis témoin, combien de fois on allait accompagner les arbitres ou les joueurs ou ramener des joueurs
par nos propres moyens, nos véhicules, parce qu'il n'y en avait pas. Pour aller faire les papiers d'ordre, de mission, etc., parfois c'était les entraîneurs qui y allaient. Toute l'organisation qui a été apportée à la fédération et la stabilité financière qui existe jusqu'à présent permet, et bien, plus le talent, comme vient de le dire Djemal, que n'importe qui, bon, et là, bien sûr, ça part de travail, les deux entraîneurs qui sont passés, mais ils ont trouvé un terrain fiable à concrétiser un bon résultat. Ça veut dire qu'il y est pour rien? Il y est pour rien dans ces résultats? Non, je dis qu'il a fait, elle a apporté son pourcentage. Déjà, le fait qu'il existe tout ce pourcentage de moyens, d'existence, de talent, etc., l'entraîneur qui est parti, M. Alizozic, a fait ce qu'il fallait. Il a quand même, comment dirais-je, qualifié les joueurs. Il a l'équipe. Il a fait un bon mondial, même si moi, je n'étais pas tellement d'accord avec sa méthode de travail. M. Gourcuff a fait mieux, dans la sérénité, dans la tranquillité et surtout dans la vision de l'obtention des résultats en passant par le jeu. Cette fois-ci, il a été un peu déçu par la dernière demi-heure. On va en parler. On va en parler tout à l'heure. Je vous coupe juste pour demander l'avis de l'affaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? 70%, c'était le terreau que Gourcuff a trouvé avant d'arriver et il a rajouté ce petit plus. Bon, vous dites que dans votre introduction qu'il est venu dans la difficulté un petit peu parce que... Enfin, il avait une image à construire, je veux dire. Voilà, c'est-à-dire il avait à remplacer d'abord un entraîneur qui était très populaire en Algérie. Il a pris une équipe qui venait de faire un bon mondial. Donc, franchement, c'est la barre était haute. Voilà, la barre était haute. Mais il ne faut pas oublier qu'il est tombé aussi sur une génération exceptionnelle. Ça fait longtemps que l'Algérie n'a pas disposé d'autant de talents en même temps. Je dirais même peut-être à tous les postes. Bon, des variantes, bien sûr. Maintenant, Gourcuff, bien sûr, il se devait d'apporter sa touche personnelle, que ce soit sur le plan de jeu, que ce soit surtout sur le plan de la gestion quotidienne de son équipe. Et du choix des joueurs. Oui, du choix des joueurs aussi, bien sûr. Maintenant, là où Gourcuff, à mon avis, a apporté le plus de changements, c'est surtout dans sa manière de communiquer avec les joueurs, de communiquer avec son environnement, de communiquer avec la presse, avec ses responsables, etc. C'est-à-dire qu'on est passé un peu de la tempête à non, mais il a créé une révolution. Il faut le dire, messieurs. Vaïd refusait les interviews, ne répondait pas au téléphone, sauf si c'est pour RMC ou France 24 ou Métro, hein, c'est-à-dire un journal gratuit qu'on distribue dans le métro. Oui, métro. Et Gourcuff vient de réaliser, avant l'Éthiopie, s'il vous plaît, une interview personnalisée pour chaque média télé privé, ce que Vaïd n'a jamais fait. Bon, mais non, est-ce qu'on ne va pas le condamner pour ça? Bon, c'est ça. Bien sûr, tu es sélectionneur de l'équipe algérienne, tu dois donner la priorité aux Algériens, ça c'est sûr. Mais bon, c'est vrai que Vaïd donnait l'impression de mépriser tout le monde. C'est-à-dire de toute façon, déjà... Pour vous, c'était une impression, l'affaire. Oui, bon. Alors, qu'est-ce que ça va être si c'était la vérité? Mais il a méprisé tout le monde. Oui, oui. D'ailleurs, il parle de lui-même. Il parle de lui-même, la troisième personne. C'était un psychopathe, vous savez. C'est quelqu'un qui a son caractère. Pas dire ça. Non, moi je le dis, j'ai assumé. Et il était caractériel. Non, j'ai bien dit à l'époque, j'ai dit c'est un psychopathe, je confirmais dire et ça s'est vérifié. C'est un psychopathe. Il devait être soigné. Ce qu'il a ramené rien, il a ramené. Quand même, il faut le dire, hein, avant sa venue, on avait notre sélection qui faisait ce qu'elle voulait. Dans le sens, voilà, dans le sens où il y avait trop de liberté. Mais quand il est venu à Alizozic, je pense qu'on l'a déjà briefé au niveau de la fédération. Et puis il est venu avec une ligne de conduite où tout le monde a adhéré. Pourquoi tu dis qu'avant il faisait n'importe quoi? L'équipe, elle s'est qualifiée, celle de Saadane. Et puis Alizozic, il a changé complètement l'effectif. S'il était resté avec les Belhadj, les Ziani, etc., il aura connu des dépassements comme
Comme Sadan les a connus avec... Le coach Vaïd a changé, mais... Parce que la tête des joueurs était dure. Est-ce que ils auraient fait ce qu'ils faisaient avec notre cher... Est-ce que vous pensez réellement qu'on a briefé Vaïd sur le fait que certains joueurs de l'ère Sadan n'étaient pas gérables ou difficilement gérables? On a mis tout le monde. Pardon, je m'explique sur la question. On a écouté une sortie médiatique de Ziani qui n'a pas parlé depuis très longtemps, qui avait insinué qu'il y avait plus que l'entraîneur. Mais bien sûr. Qui l'avait écarté. On a fait confiance. Moi, je pose des questions, messieurs. Quand on a ramené Ali Lozic, on l'a briefé très mal. Très mal concernant les joueurs, concernant l'environnement des joueurs, concernant la presse, concernant les entraîneurs, etc. On a créé un monstre se retourne forcément contre son propre créateur. C'est ce qui s'est passé. Alors, oui, pour se retourner contre son créateur, oui. Oui, bien sûr, non pas le créateur, le dieu, ça c'est autre chose. Moi je parle, Rawarawa a créé un monstre, je le dis et je l'assume. Parce que si vous le traitez de psychopathe, vous devez... Non, j'ai dit, à l'époque, et même Rawarawa s'est rendu compte par la suite, qu'il avait il a donné trop de liberté à cet entraîneur et qu'il s'est permis trop de choses par la suite. Une fois qu'il a été mal briefé, pourquoi Belhadj s'est retiré, pourquoi Matmour s'est retiré, c'est pas comme ça. Alors que c'est des valeurs sûres, encore jusqu'à l'heure actuelle. Même Antar, qui était notre consultant bien sûr, dernière. C'est encore des valeurs sûres. Un Belhadj, c'est encore une valeur sûre. Matmour joue en championnat en Bundesliga. Meilleur joueur de la Champions League asiatique l'année dernière. Alors donc, tous ces joueurs ont préféré quitter, se retirer, parce qu'ils savaient qu'il allait directement au clash. Ils ont été mal briefés, et par certaines personnes qui ne sont pas, disons, au niveau de l'équipe nationale, qui sont des faire-valoir. En fait, c'est la sortie de ces joueurs. Vous trouvez que c'est une sortie par la petite porte? Oui, c'était une mauvaise chose qu'on avait fait à ces joueurs. Je crois que l'Algérie, enfin, les gens qui gèrent le football ont été ingrats envers ces joueurs. Voilà, en tout cas, juste pour vous dire que vous pouvez toujours vous en remettre à Dieu, parce que quand vous traitez les gens de psychopathes, notre service juridique, il va avoir beaucoup de boulot. Non, j'assume. Je plaisante. Thierman, et on passe au deuxième sujet. Il faut juste savoir que c'est vrai que ces joueurs ont été écartés d'une manière un peu maladroite, mais il faut savoir aussi qu'ils ont été remplacés par des joueurs pétris de qualité, à l'image de Ferroli. Vous avez parlé de Jamal Rachdi de Matmour. Moi, entre nous, Ferroli est meilleur qu'un joueur comme Matmour, par exemple. Et puis il y avait une politique. Pas qui est meilleur ou qui est bon. Après, je dis qu'il y a des joueurs qui sont encore compétitifs, qui ont été enlevés de l'équipe nationale ou qui se sont retirés parce qu'ils savaient à quoi s'en tenir. Dont deux joueurs qui ont signé ce matin, Jamal. de ne plus être appelé en équipe nationale. Non, mais il y a des raisons. Justement, il y a des raisons. Si vous discutez avec ces joueurs en aparté, ils le diront certainement pas en interview, c'est qu'ils ne se sentaient pas désirés dans cette équipe. S'il te plaît, pour revenir à la première question. Tu l'as bien non, posé. Ça résume, ça veut dire que Gourcuff travaille un peu plus dans la sérénité. Il n'a pas ouvert des francs. Voilà. C'est-à-dire Gourcuff n'a pas ouvert de francs inutiles. Ali Lozic, depuis qu'il est arrivé, il n'a fait couvrir que des francs avec les anciens joueurs, avec les anciens entraîneurs. Attendez, l'interview accordée à Mohamed Bourmia, il a laissé insinuer qu'il pourrait ne plus avoir besoin de joueurs comme Yebda, des joueurs comme Kadir, des joueurs comme Mehdi Mustafa. C'est normal. Il est en train de les préparer par une sortie honorable. Mais il a rajouté un truc que Vaïd n'a jamais dit, messieurs, et après ça, on passera à autre chose. Il a dit « Je ne ferme la porte à personne qui est compétitif ». C'est la déontologie même du sélectionneur. C'est ça, un vrai sélectionneur. Vaïd disait qu'il ne fermait la porte à personne. Ah non, je me souviens très bien, on lui a posé la question sur Ziani dans une conférence de presse. Il a rétorqué aux journalistes « Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille ?» C'est la nature des choses, que des joueurs viennent, d'autres partent. C'est une sélection. Personne n'a signé à vie avec une sélection. Vaïd a choisi. Là, on est en train de parler comme si l'homme n'a pas réussi son pari. Non. Il a réussi. Mais c'est ça le truc de Vaïd, c'est qu'il a réussi. Il n'a pas réussi d'autres. La Coupe d'Afrique a été un échec en 2012. Qu'il a effacé. Elle n'a pas encore été effacée. Il aurait effacé s'il avait fait une autre Coupe d'Afrique où il aurait réussi. Bon, disons que le mondial avait un petit peu effacé la si, il a effacé. En tout cas, on a oublié. Moi, je ne l'ai pas oublié. Ça a permis la CAN 2012 à faire un bon parcours en 2014. Mais vous oubliez le feuilleton de l'hiver
et la pression du président Lawalawa, ici même, dans les plateaux de Zahel, où il disait l'objectif de Vaïd, c'est le deuxième tour. Ce que Vaïd a toujours refusé et a fini par réussir. De toutes les manières, Vaïd a toujours refusé de parler d'objectifs. Je ne sais pas, pour lui, il est venu ici pour faire... Je ne sais pas si c'est sa méthode, mais c'est anormal. Tu es sélectionné dans une sélection, dans un pays, c'est pour atteindre des objectifs. C'est pas, sinon, non, il y a des sélections, on n'a pas besoin de vous. Voilà pour jouer avec, le 15 sur 15 et le 100% de réussite de Gourcuff. On va passer à la deuxième partie. Alors, on savait qu'il n'y avait pas le Maroc. On n'a pas parlé beaucoup de Gourcuff. On s'est étalé sur le reste. On va continuer à parler de Gourcuff dans la deuxième partie, dans le face-à-face. On va parler de la CAN, messieurs, qui aura lieu finalement, et pas sous les palmiers, mais sous les cocotiers, voilà, en Guinée équatoriale, un superbe pays, paraît-il. J'y ai pas été, un pays riche d'Afrique, mais un pays improbable, on va dire, politiquement. C'est un choix par défaut, mais en tout cas, avec le Qatar qui est passé par là, dans le sujet, on a écouté Houari qui disait que le Qatar s'est proposé, le Qatar l'a nié. Mais fonctionnant par lobbyisme, très souvent, il a fait dire à d'autres qu'il ne refuserait pas l'aide si on la lui demande. Mais c'est un peu... regardez-moi, coucou, par ici, si vous voulez... Le Qatar était clair. Le vice-président a dit que le Qatar n'est pas candidat. Et c'est tout à fait normal que le Qatar... Mais il ne le peut pas. Pardon. C'est un pays d'Asie. Il ne pouvait pas être candidat à l'Organisation des Coupes d'Afrique. Il n'a pas été démenti. Le lendemain, le président de la fédération qui parle et qui dit on est prêt à aider. Il n'a jamais contredit son vice-président. Il n'a jamais dit que... Oui, mais prêt à aider, ça veut dire quoi? Et il s'était prêt à accueillir et organiser... Ça veut dire si vous ne trouvez pas, on est là. Oui, et organisé par la même... aurait été preneur et organisé par la même deux grands événements mondiaux à la même période. Coupe du monde handball et Coupe d'Afrique. Et surtout que ça venait juste après une décision, après une enquête, des résultats d'enquête qui disaient qu'il n'y a pas eu de corruption. Parce qu'il y avait toute la polémique. Voilà, exactement. Et il voulait montrer qu'il pouvait réussir la capacité d'organiser deux grands événements mondiaux à la même période. Même la période, on parle du mondial 2022 qui va être délocalisé en hiver. Alors que la 15 va se passer au mois de janvier. C'était peut-être une occasion pour le Qatar de prouver que... C'était une bonne répétition avant 2022. Voilà. Et on disait même qu'ils ont la possibilité, même si ça paraît compliqué, avec un 50 ou 52 degrés en été, à l'ombre... Le problème qui se pose, c'est que Hayatou est un homme qui n'a jamais voulu délocaliser. C'est-à-dire que s'il est parti au Qatar, c'était vraiment la fin de Hayatou. La fin de Hayatou. Voilà. Alors, juste et sauf la Guinée équatoriale, Amin Thierman, parlez-nous un peu de ce pays. Alors Riyad, on a fait quelques recherches. C'est vrai que c'est un pays c'est un pays dirigé depuis déjà 36 ans par le président Teodoro Obiang. Donc le pays est classé 163e sur 173 à l'échelle de la corruption. C'est-à-dire que c'est un pays où vraiment la corruption existe depuis pratiquement 36 ans, depuis que le président Teodoro Obiang est là. Donc c'est un pays au sein duquel la liberté et les droits fondamentaux sont presque inexistantes. Donc à l'image de quelques pays, on sait dans l'Afrique, mais c'est vrai que la Guinée équatoriale, c'est un pays assez discret par rapport à que ce soit les nations du foot en Afrique ou les grands pays africains. Donc, elle a été suspendue par la CAF, je crois. Ouais, par rapport à un joueur qui a joué naturalisé. Ouais, c'était un joueur de nationalité camerounaise. Donc c'est vous dire en quelque sorte que le pays veut, à travers cette organisation de la CAN, redorer son blason terni. C'est ce qu'il a fait en 2012 avec la CAN 2012. Et ils ont invité même l'Espagne qui devait jouer un match en Afrique. Ils ont choisi la Guinée équatoriale en 2013 et le match avait fait un scandale en Espagne à cause de ce choix, en sachant que c'était justement par rapport au fait que ce soit un pays de corruption. Et donc je vais vous donner quelques chiffres aussi. Donc voilà, même si malgré... Donc c'est vrai que ce pays est devenu en quelque temps un émirat pétrolier dans le pays, dans l'ouest de l'Afrique. Donc il y a du pétrole en Guinée équatoriale. Exactement, grâce à l'explosion de sa production pétrolière et gazière. Mais le produit, ce pays n'occupe que la 136e place de l'indicateur du développement humain. Le taux de pauvreté est malheureusement de 76% et l'espérance de vie ne dépasse pas les 51 ans. Donc c'est vous dire que c'est un vrai paradoxe, même si le pays est riche, mais la corruption
C'est un pays de corruption. Rassurez-nous, ils ne meurent pas d'Ebola. Parlons de sécurité, parlons... J'espère qu'on va rester en vie encore déjà. Et on a parlé de Qatar, on ne va pas anticiper les choses, on ne va pas dire que la Guinée équatoriale a acheté cette Coupe d'Afrique pour la simple bonne et unique raison que... Vous ne pouvez pas dire, je vous ai dit, notre service juridique a beaucoup de choses à faire. Non, dans FaceFoot, on dit tout. Et donc c'est par rapport au fait que la CAF n'avait pas d'autre alternative, donc n'avait pas d'autre choix, donc elle a directement accepté ou même supplié peut-être la Guinée d'organiser cette CAN. Mais donc l'idée d'une organisation de la CAN revient d'un intérêt particulier, celui d'une reconnaissance internationale à travers... voilà, pour la Guinée, c'est une reconnaissance internationale et redorer une image ternie, une image d'un pouvoir qui dure depuis 36 ans. Et pour l'Afrique, c'est de rester justement sur le sol africain et que la coupe reste surtout sur le sol africain. Et puis, troisième chose, messieurs, c'est que le camouflet du Maroc et le niet de Hayatou, fallait qu'il soit renforcé par le fait que le Maroc ne gâche pas la fête africaine et que les délais soient respectés. C'est ça, Hayatou s'en tenait au délai. À délai. Il a dit qu'il n'est pas question que la Coupe d'Afrique se déroule au-delà de ces dates. Il y a des enjeux aussi financiers. Il y a des enjeux financiers. Excuse-moi, Jamel, il y avait surtout la pression de Orange qui est le sponsor majeur de la CAF. Oui, au-delà. Bon, donc il y a des intérêts commerciaux d'abord, financiers très importants. Et il y a aussi un problème de crédibilité parce que vous savez très bien que l'UEFA particulièrement a fait le forcing pour que cette Coupe d'Afrique ne se déroule pas durant ces dates, parce que la plupart des clubs européens disposent de 80 ou 90 joueurs actuellement qui vont partir. Donc imaginez un petit peu si la CAF aurait cédé aux caprices de Platini. Déjà que les rapports ne sont pas au beau fixe. Ouais. Alors, même un petit clash. Déjà, comment dirais-je, la périodicité, disons, de la Coupe a été changée. On joue en impair suite aux pressions de la FIFA et notamment de l'UEFA. La CAF a changé, a dû changer. Maintenant, si elle avait dû changer encore les dates, ça aurait été encore plus grave. Chose que n'aurait jamais accepté Hayatou. Et c'est pour ça qu'il a accepté. La carte de la Guinée équatoriale, il l'avait dans la poche depuis longtemps. Depuis longtemps. Et il restait seulement, est-ce que le Gabon allait encore le faire ou pas? Mais le Gabon aurait, j'ai bien dit aurait, subi des pressions de la part de qui on sait. Vous me direz après. Non, vous leur direz surtout à eux, Jamel, après. C'est clair que le Gabon, c'est un pays qui est dans le giron marocain, c'est tout. C'est un pays qui a dû recevoir Voilà, il y a de l'écho. Il y a de l'écho. Vous pensiez Maroc, vous? Oui, bien sûr. Bien sûr. Nordine, j'ai bien dit on aurait au conditionnel, je parle au conditionnel. C'est facile, ça. À l'APS, on ne met pas au conditionnel. Non, c'est des techniques de rédaction. Oui, je sais. Nordine, vous avez dit que si on ne joue pas au Maroc, nos chances vont être revues à la baisse. Quand on voit derrière vous les magnifiques stades qu'il y a en Guinée équatoriale, et il y a de très beaux stades. C'est un pays aussi où il fait agréable à vivre. Est-ce que aller si loin ne va pas hypothéquer nos chances? D'abord, une équipe qui veut gagner la Coupe d'Afrique ne doit pas se dire où est-ce que je vais jouer. Non, ne doit pas reculer devant les difficultés. Nous avons une équipe qui doit s'adapter à tous les problèmes qui seront posés, du fait qu'elle contient, qu'elle a des jeunes talents qui peuvent, disons, bien jouer partout. Il y aura peut-être un problème dans ce pays de l'organisation de toute la Coupe d'Afrique. Parce qu'auparavant... Ça se fait à la dernière minute. Non, ils ont l'expérience, ils ont organisé la moitié, puisque ça a été entre le Gabon et la Guinée. Donc cette fois-ci, ils vont recevoir tout le monde. Est-ce qu'ils sont capables d'accueillir tout le monde et de faire une très bonne Coupe d'Afrique? Ça, j'en doute. Parce que ça aurait été une très bonne chose qu'ils refassent le coup, c'est-à-dire Gabon et... La réponse, Nordine, on l'aura dans quelques semaines, hein, puisque DRTV va déjà se déplacer pour le tirage au sort le 3 ou le 4 décembre, le 3 décembre prochain. Il y aura un FaceFoot à Malabo. Oui, alors, votre combinaison jaune, votre masque, fourni par la chaîne, bien sûr. Bien sûr. On va terminer la Newsweek et on est à la bourre un peu parce que Mehdi Haddad vient nous afficher que c'est la fin de la Newsweek avec
ces entraîneurs de Ligue 1, ces chaises musicales, comme Walid Bsol les a appelés, ces entraîneurs qui, dans la même saison, coachent 2 clubs différents, c'est-à-dire qu'ils coachent un club en début de saison et en deuxième partie de saison, ou même pas deuxième partie de saison, ils affrontent le club avec qui ils ont commenté la saison. La semaine d'après. La semaine d'après, voilà. Ça devient propre aux entraîneurs algériens. Je m'excuse, mais ça devient quand même... C'est un fait unique, je crois, chez nous. Non, c'est pas un fait unique. C'est pas que le fait qu'il est avec nous. Je pense qu'il a été sollicité, ça fait pas longtemps. Il n'a pas voulu prendre parce que c'est pas lui qui voulait commencer la saison. Mais, non, il vient me le confirmer, Nordine, mais vous n'avez jamais pris 2 clubs dans la même saison. Mais il y a d'autres coachs, regarde, pardon, Nordine, pour terminer, Bark, il y a d'autres coachs qu'ils ont pris cette semaine. Eh ben, 2 semaines après, oui, on parle de ça, justement. Écoute. Ça vous est déjà arrivé? Ça m'est arrivé, ça me rappelle une belle anecdote. Une seule fois, ça m'est arrivé. On ne s'en lasse pas, allez-y. J'étais à l'USMA. C'était l'année où j'avais déclaré que j'avais une très belle voiture, mais elle est en panne. Tous les bons joueurs étaient, y compris le Hadj, étaient blessés. Donc ça n'a pas marché. On m'a proposé la porte. Je l'ai prise. Et la porte de la belle voiture. La porte de conduit. On m'a la porte de la belle voiture. Proprement avec des fleurs. Ça s'est passé au restaurant une réception, etc. Eh ben, bien sûr, je ne pouvais pas faire autre chose. Et puis, on m'a proposé Combien de journées? la séparation à l'amiable. Combien de journées? Je pense juste avant la phase aller. 7 journées, je pense. Et puis, j'ai été terminer le championnat à Al-Harrach. Et le premier match, plutôt la phase retour, le premier match que je devais jouer, c'était contre l'USMA au 5 juillet. Et on a fait 3-3. Ah, elle n'était pas si en panne que ça, la voiture, hein? Non, moi j'étais à Al-Harrach. Ou alors vous aviez 2 chevaux. J'ai quitté l'USMA pour ces raisons que j'ai évoquées. Et puis après, j'ai connu des moments de repos comme ça, forcés. Jamal se souvient, après avoir aidé à faire accéder le Mouloudia, et on m'a viré alors que j'étais 4e avec 2 matchs de retard au Mouloudia. Et ben, moi, je n'ai pas voulu reprendre, même si j'avais des sollicitations, je n'ai pas voulu. Mais attention, il ne faut pas condamner les entraîneurs J'allais vous poser la qui question. reprennent un travail, parce que c'est leur travail. Il y a des gens qui peuvent contenir leur passion pour un moment, se donner des vacances. Il y a d'autres gens qui ont de quoi vivre. Mais il ne faut pas oublier que l'entraîneur, c'est sa solde, c'est son gagne-pain. Et puis, moi, je ne suis pas d'accord, parce qu'il faut parler d'un autre phénomène. Phénomène, là, vraiment, je condamne, même si ce sont des collègues. Ce sont des gens qui sont dans une équipe, qui sont sollicités, qui ne sont pas virés, limogés, qui quittent le club avec lequel ils ont signé au début et qui vont ailleurs. Parce qu'ils ont une meilleure proposition. Voilà, ça c'est condamnable. Mais quand l'entraîneur il est limogé et qu'il a une chance de rebondir, c'est humain. Non, parce qu'un entraîneur il ne doit jamais s'arrêter, sauf si il est dans le besoin de s'arrêter. Il faut rebondir. On va voir qu'est-ce qu'on pense en face de ça. Alors, ce phénomène de chaise musicale, est-ce que c'est un problème de déontologie chez le technicien ou est-ce que c'est le marasme et le non-respect de la fonction d'entraîneur qui fait que ceux-ci sont obligés de papillonner de club en club pour faire leur métier et pour vivre? Moi, je pense que ce n'est pas un phénomène propre à l'Algérie. Chaque entraîneur, quand il est limogé, il est obligé de trouver là où travailler. Parce qu'il y a des gens, comme a dit Nordine, qui peuvent prendre quelques mois sabbatiques ou une année sabbatique, qui préfèrent se reposer parce qu'ils ont peut-être d'autres ressources. Mais il y a certains, effectivement, qui sont là et qui sont à la recherche de clubs. Ici, ça prend des proportions extraordinaires. Ce n'est pas nouveau cette année, hein, c'est chaque année comme ça. Même si cette année, ils arrivent à 12 avant la fin de 12 avant la fin de l'année. Avec le départ de Khazar en 10 journées. Voilà. Donc avant la fin de la phase d'année, vous avez déjà 12 entraîneurs. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, il va y en avoir encore. Il va y en avoir encore parce que maintenant. Mais on vit très facilement. Je ne sais pas quel rapport contractuel il y a entre un président et un entraîneur, mais ça va vite. Hein. Les rapports contractuels, je l'ai dit, je ne cesse de le dire, c'est les 3 points.
C'est les Il n'y a résultats. pas de contrat. Il n'y a pas de contrat moral. Même le contrat moral n'existe pas. Vous avez beau être très très bon avec un entraîneur ou avec un président. Si vous êtes entraîneur avec un président, vous êtes un président avec un entraîneur, vous avez d'excellents rapports. On mais entendait le président du les Mondial résultats... qui a déclaré à la radio, et il a presque dit, j'étais presque obligé de virer Charef. C'est-à-dire que je ne voulais pas, mais je suis obligé de le virer. C'était le premier qui n'arrêtait pas de parler de Charef, cet personnage. Alors, je voulais revenir, on a 12 entraîneurs au bout de 10 journées. Il est responsable dans tout ça. Qui les vire? Moi, je pense que c'est un Mais manque écoute. de courage et c'est un manque aussi de notre part de ne pas souligner à chaque fois qu'il existe une autre, j'allais dire une autre race, une autre, comment dirais-je, d'autres gentlemen, d'autres gens gestionnaires qui Oui, on savent peut bien dire faire. race de gestionnaire, oui. Par exemple, on a dit, maintenant, lui, Mouloudia, on n'a pas donné le temps à M. Charef de prouver ses compétences. Mais il y a d'autres présidents qui lui ont donné cette chance. Et il y a d'autres aussi clubs qui donnent les chances aux entraîneurs. Monsieur Laïb, l'année Oui, mais vous dernière, pouvez pas- c'était 4 matchs. Oui, mais 0 Nordin, points. j'ai compris ce que vous voulez dire. Ça veut dire quand on a un président, Ça vient comme des Laïb, présidents. on ne doit pas le quitter. Mais pour un entraîneur, et vous savez ce que c'est, on a envie après 5 ou 6 ans de vivre. Non, il a raison. Devant- Nordin, quand il Non, parle de mais ça. on a envie de vivre autre chose. Nordin, vous n'avez pas fait qu'un seul club dans votre carrière. On a envie de vivre d'autres aventures, d'essayer de gagner des titres. mais je Généralement, regrette c'est pas infiniment. l'entraîneur qui décide de partir. C'est pas l'entraîneur. C'est très rare dans notre championnat. Moi, je pense On n'a que pas Laïb vu l'aurait gardé s'il avait voulu rester. Bien sûr. Moi, je pense qu'il l'aurait gardé. Oui. C'est Charef qui voulait aller vivre autre Oui, chose. oui, oui, non, c'est clair. c'est- Non, c'est- on c'est- parle c'est- pas c'est- de- c'est- on Il parle voulait pas de passer ça. notre palier. Écoute, vas-y, Rafi. Non, c'est vrai que c'est une question de dirigeant. C'est-à-dire, en fait, on ne sait pas comment sont gérés nos clubs. Ils ne sont pas gérés d'une manière professionnelle. Il n'y a pas de direction technique qui conseille le président ou qui décide à la place Une direction sportive. sportive ou technique, appelons-la comme on veut. Ce n'est pas ça le problème. C'est-à-dire que le président, il est là, il gère les humeurs des uns et des autres. Il doit gérer les supporters, il doit gérer le vestiaire, il doit gérer les nababs qu'il a engagés. Donc, un président, il est tout le temps en train En porte-à-faux. en porte-à-faux, en bras de fer avec ces gens-là. Bon, il y en a qui résistent, il y en a qui ont de la personnalité, qui ont du charisme, qui ont assez d'intelligence et de professionnalisme pour dire que cet entraîneur doit rester 2-3 ans pour avoir des résultats, et d'autres qui n'ont pas cette étoffe, qui sont là par accident. Je parle des dirigeants du Mouloudia. C'est pas. En fait, ils n'ont rien demandé. C'est des fonctionnaires mis en place par son attraque. Ils n'ont pas d'expérience. Ils n'ont pas résisté. Pour cela, Ils n'ont pas ouais, résisté. Vous touchez à Ils un n'ont point pas très résisté. sensible Aux à supporters, l'affaire. ils n'ont pas résisté au nabab dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous touchez un point, et je te donne la parole, Nordin. Est-ce que, et c'est pour ça que ces présidents sont obligés de, quelquefois, utiliser le complot, manipuler, avoir des alliés pour pouvoir gérer, est-ce qu'il ne faut pas réellement être propriétaire d'un club? Je vais ne pas parler de l'USMA, mais à l'USMA, il y a que le propriétaire qui est patron, et il a eu du mal quand il est arrivé parce qu'il y a eu sur les textes, de la rétention. sur les textes, la à son Sonatrach, attraque, vous parlez de cadres qui dans sont les textes- nommés, mais ce n'est dans pas les le textes- propriétaire Dans qui les dirige. textes, la Sonatrach est propriétaire. Et lorsqu'elle est propriétaire, elle décide de nommer qui elle veut à la tête de ce club. suis d'accord. D'accord. Mais regarde. Maintenant, il se trouve que c'est des employés ou des hauts cadres de la Sonatrach qui ont été nommés en termes de gestion. Mais lorsque vous avez un président qui dit que nous, on gère une société, pas un club, il faut se poser des questions. Parce que c'est ce qu'il a déclaré. Maintenant, la société, c'est devenu un club. C'est un club. Il est géré. Qu'est-ce que fait rentrer La le société Mouloudia? est une filiale. Qu'est-ce que fait rentrer le Mouloudia en termes de finances? Ouais, rien. Aucune retombée Nada. pour le moment, nada. Aucune retombée. Comment on ose dire, on gère une société, pas un club? On a ramené à une personne, en la personne de M. Charef, pour gérer le club. Non, il ne peut pas être manager, joueur, dirigeant. Non, Charef, c'est une personne. Il ne peut pas s'occuper du terrain, du managériat, des affaires qui concernent les joueurs. Il peut, mais avec... a donné le temps, il pouvait. Oui, mais Moi, je vais te dire une chose. il pouvait avec les tout moyens. Tout cela part à partir de ce qu'il faut. Comment poser en termes d'objectifs, quel est l'objectif d'un club?
tout est faux chez nous en Algérie. Parce que tout vient, tout le monde. Il a parlé de Jamal, s'il était dirigeant, c'est comme ça, c'est 3 points. Le véritable objectif, aucun club ne fait un objectif dans la construction. Ce que fait Arsenal, il aurait été viré 10 fois, 1000 fois ici en Algérie. Ça fait combien d'années? 18 ans. Mais le club, il a manager. trouvé son compte. Pourquoi? Parce que plus il n'est pas défaillant sur le plan financier. Financier, bien sûr, voilà. Ce qu'a fait M. Laïb, il a réfléchi. Et Al-Harrach, il était à l'implosion. C'était n'importe qui venait, Assemblée Générale, etc., qui montait, manque d'argent, manque de ceci. Et puis le club, il a joué la relégation. Al-Harrach est descendu en 2e division. M. Laïb a été très logique en voulant faire vivre l'équipe de Al-Harrach le plus longtemps possible en D1. Il est tombé sur un entraîneur qui lui a proposé sa manière de vouloir sa faire. sa vision. Et je vais remplacer peut-être les titres par une gestion de l'équipe autre que cela ne se fait, Et une image. se fait ailleurs. Al-Harrach a gagné une image ces dernières Non, années. smahli, laquelle? C'était De former des joueurs aussi. l'obligation de faire un schéma de jeu, une manière de jouer. Cette manière de jouer ne peut pas venir comme ça. Il faut du temps. Il faut du temps. La preuve, c'était toujours Boualem. Je ne dis pas monsieur parce que c'était un collègue. Boualem, il a toujours commencé le premier. Il a toujours commencé sa saison le premier. Et c'était le seul à accorder à l'équipe de l'USMH une période très courte, comme ça se fait en Europe, de congé. Il ne prenait pas beaucoup. Donc il Et grosse reprenait, préparation etc. d'avant-saison. Et comment ça, Témouchen, la très, très, connivence très qu'il tôt, y oui. avait entre lui et M. Outipaza. Laïb, Outipaza, Témouchen. c'était de travailler avec nos moyens, de ne pas viser la championnite. Chez nous, c'est la championnite. C'est le dirigeant qui J'aime bien arrive, ce il terme. parle du C'est podium. qu'en Algérie, Qu'est-ce que c'est? Allez, le podium, bat. Et après, quand tu fais une... J'ai parlé la dernière fois de Sitif. On a zigouillé tous les talents du Sitif et on a acheté des mercenaires qui ont donné, soi-disant, la Coupe d'Arabe, qui et que c'est on bat. Mais quelle est la base de la pyramide? Qui a pensé à construire, avant de construire l'équipe, qui a commencé Sur le club. le club? Voilà. Je termine par une Adel le anecdote. fait maintenant. Il a construit un club. J'étais au Mouloudia en 2004. On a fait un match, disons, extraordinaire sur le plan public. C'était contre le Net. Spectacle. Ouais. On a gagné 1-0. Non, il n'y avait pas de spectacle. Mais moi, je voyais ce monde, il y avait un monde de fou, 80 000 supporters. Je me souviens de la réunion que j'ai faite avec les joueurs. Je leur ai dit, écoutez, si vous jouez, continuez à jouer comme ça, c'est la pagaille. C'est la faillite parce que ce public mérite une autre équipe. Ils viennent pour le spectacle, il faut du spectacle. Mais l'entraîneur ne peut pas faire ça tout de suite. Je termine par une attaque où, comment vous allez dire, la presse chez nous, elle a un viseur, elle veut couper des têtes. Hier, je regardais le match Italie contre Croatie. Bon sang, c'était à domicile. Ils les ont baladés. Alors, ils les ont baladés. Je suis obligé de vous couper. Vite, la presse, qu'est-ce qu'il a dit? Monsieur Conti a du travail. Ici, ils auraient dit, Monsieur Conti, ils vont les égouiller. Merci, on va passer à la deuxième partie, messieurs. On rajoute plus un mot, on passe au face-à-face. On est à la bourre, très en retard. Le face-à-face de la semaine, toujours signé Hawali Bessol. À une journée de la fin des éliminatoires de la CAN 2015, les spécialistes et les observateurs sont unanimes à dire que les Verts sont devenus la première puissance du football africain. La bande à Gourcuff a réussi après 5 journées à surclasser les abonnés de la CAN, à savoir le Cameroun, le Ghana et même le tenant du titre, le Nigeria, qui luttent encore pour le billet de la qualification. Pour leur dernier match au stade de Blida, les Verts ont livré une belle prestation, une première mi-temps de haute facture et des combinaisons de jeu qui ont permis aux attaquants algériens de porter le danger devant la cage éthiopienne.
Cela nous permettra de dire que le travail effectué jusque-là par le technicien français a donné au Vert une nouvelle dimension. Précision dans le jeu, animation offensive et organisation tactique sont désormais devenus les points forts de la sélection nationale. Mais loin de toute euphorie débordante, il faut reconnaître que le dernier match face à l'Éthiopie a montré quelques lacunes, comme le manque de rigueur en défense ou encore les ratages à répétition devant les buts adverses. Sans oublier bien sûr l'individualisme flagrant de certains joueurs, alors que la deuxième mi-temps a connu une baisse de rythme inexpliquée de la part des Verts. Il faut signaler aussi le peu de temps de jeu donné à Bardet Bounjeh, qui n'a pas pu s'exprimer pleinement pour sa première apparition avec les Verts. Et les 12 minutes octroyées au buteur de l'Étoile du Sahel ont laissé le public de Tchaker et les observateurs sur leur faim. En somme, il faut retenir que les Verts ont fait le plein, mais il ne reste que 2 mois pour Gourcuff afin de porter les correctifs nécessaires s'il veut ramener le trophée africain à Alger. L'avant-dernier match avant la Coupe d'Afrique des Nations, cette Algérie-Éthiopie où on a vu du très très bon et peut-être du moins bon. On va le voir sur ce plateau, 3-1 alors que l'Algérie était menée 1-0. Messieurs, on a vu des gestes de très grande classe, on a vu également des ballons perdus, du gâchis, de la facilité, de l'égoïsme parfois. Individualisme. Et beaucoup d'inquiétudes en défense. On va se retourner vers le coach. Nordine, tu as vu le match, l'impression que ça t'a donné? Moi, je ne suis pas le genre à faire la fine bouche. Ils sont à féliciter. L'entraîneur dont on n'a pas beaucoup parlé tout à l'heure, comme l'a dit Jamal, il a su s'adapter. Ce qui me plaît dans ce coach, c'est qu'il laisse à la presse, il laisse aux gens d'évaluer son travail. Souvenez-vous, avant, Il ne pavoise pas. on a fait une semaine extraordinaire, on a fait un travail colossal. C'est ce qui se disait avant, mais c'est un travail. Celui-là, il a toutes les difficultés, il les a affrontées. Il a trouvé, parce que tout à l'heure, vous sembliez passer comme ça, vite fait, trouver des joueurs, faire confiance aux joueurs, c'est pas rien. Brahimi s'est éclaté avec lui. Alors qu'avant, il était. Moi, c'est Mahrez que j'ai découvert dans ce match. Mahrez aussi. Il faut reconnaître aussi que Ali Zozic a vu en lui un bon joueur. Il l'a fait jouer tout de suite. Pas aussi bien. Pas aussi bien. Parce qu'il les a libérés. Il marque 2 fois en 2 matchs quand même. C'est vrai qu'il les a libérés sur le plan responsabilité. L'entraîneur qui ne fait pas jouer Brahimi, soit il ne sait pas, il ne connaît rien au football, soit il n'aime pas le beau football. Oui, je suis d'accord. Soit il n'aime pas Brahimi. Soit il n'aime pas le beau football. Celui qui ne fait pas jouer un joueur comme Brahimi, soit il n'aime pas le football, il ne sait rien au football, soit il n'aime pas le football. Alors, Ali Lozic n'aime pas le beau football. Oui, mais il n'a pas fait du 100%, messieurs Brahimi, je suis désolé. Balle perdue qui fait but, beaucoup de déchets. A explosé. Le jour contre la Corée du Sud, on a vu l'étalage de toute sa classe. Et il n'a pas été reconduit dans l'équipe contre l'Allemagne. Maintenant, avec Gourcuff, il a vraiment explosé parce qu'il est libéré mentalement. Il l'a dit. Vous aussi, vous faites pas la même expliquer ça, Rapidement, après, je te donne la parole. Je peux. Oui. C'est-à-dire, ce qu'il y a dans la tête. Il faut pas oublier que les joueurs de football, en général, ils sont dans l'obligation de faire ce que l'entraîneur demande. Or, tactiquement, pour parler globalement, il y a 2 options. Il y a une seule option qui se traduit en 2 manières chez les téléspectateurs. Chez M. Gourcuff, la récupération du ballon doit se faire, disons, d'une manière vite, mais il n'empêche pas d'aller vers l'avant à chacun quand on est en possession du ballon. Les consignes de M. Ali Zozic étaient trop récupération défensive. C'est-à-dire on s'occupait beaucoup plus de l'adversaire pour qu'il ne développe pas son jeu plutôt que de développer le tien. Voilà, donc c'est la différence qu'a apporté À la faire après Amin. Il ne faut pas comparer l'incomparable. Là, on a joué contre des petites équipes pour le moment. Et déjà qualifié. Non, il n'y a pas de problème, on est qualifié. Non, mais la question du jour, c'est l'analyse de ce match. Non, je parle des matchs de Coupe d'Afrique, hein. Je ne parle pas du mondial. Parce qu'à part le Burkina Faso, on a très bien joué chez eux. Et très mal chez les autres matchs ici se sont déroulés beaucoup plus. À mon avis, il ne faut pas comparer l'incomparable. C'est 2 contextes différents, des équipes différentes.
Bon, C'est la même équipe. C'est une équipe qui est en train de naître un petit peu, c'est-à-dire la grande équipe africaine qui est devenue favorite pour le prochain CAN. On a vu 3 joueurs qui sont au-dessus de tout le monde, c'est-à-dire Ferroli, Brahimi. Comment vous les appelez, vous? Les 3 fantastiques. Il manque que le juste au corps bleu, quoi. Et Mahrez. Tout le reste joue un peu plus bas. Le niveau, question niveau. La défense. Non, je ne dis pas. Je parle de. Non. Il y a 2 niveaux. Il y a un Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai trouvé que sans marquer, je trouve que Slimani a fait un de ses meilleurs matchs. Et pourtant, il n'a pas marqué. Tu dis c'est une nouvelle équipe, c'est la même équipe. Au contraire, Si je peux me permettre. Je parle du niveau. Il y a 2. Non. C'est pas tout le monde qui joue comme Brahim, mais je regrette. Personne ne joue comme Cristiano Ronaldo ou Messi. Voilà, très bien. Tout le reste, c'est d'un très très bon niveau. Mais Voilà, je vous rassure. au-dessous. Voilà, c'est tout ce que je veux. C'est juste pour analyser l'équipe. Mais non, finir, vous après, n'allez pas Michel, me faire là-bas. croire qu'on n'a pas un problème. On a un problème derrière. Il n'y a pas beaucoup de joueurs. On a un gros C'est-à-dire problème. là, dans l'axe central, on a 2-3 qui reviennent. On n'a pas une doublure pour Mboulhi. Il faut se l'avouer. Quand il n'y a pas Mboulhi, on a peur pour cette équipe. Belkalem n'a pas joué, mais il a quand même blessé Abid dans l'entraînement. Bon, il est pas venu pour a rien. fait sa part de Si on va faire encore la comparaison par rapport à l'équipe de Vaïd, déjà l'ossature n'est presque pas la même. C'est-à-dire que, mine de rien, il y a Lassène qui joue plus souvent avec... je vous parle de la préparation de la Coupe du Monde. Ben Taleb, c'était un joueur qui est venu juste quelques mois avant la Coupe du Monde. Idem pour Mahrez. Brahimi ne jouait presque pas, sauf pendant la Coupe du Monde, par la force des choses. Et on a vu que c'était pratiquement le peuple qui le demandait par rapport à son jeu. Et donc, Brahimi, il ne faut pas oublier quand est-ce qu'il a rejoint l'équipe nationale. Non, parce que j'ai même revient entendu d'une quelqu'un. blessure. Non, j'ai même entendu sur un plateau quelqu'un dire il l'a même pas fait jouer en Coupe d'Afrique. Souvenez-vous, il n'a Non, pas c'est fait jouer Brahimi en Coupe les d'Afrique. circonstances- Alors que Brahimi n'était même pas en Coupe d'Afrique. Il n'était pas en Coupe d'Afrique. Voilà, je parle de la. non, Coupe d'Afrique, il n'y était pas. 2012. Eh non, Lorsqu'il est venu, Combien de matchs lorsqu'il a été Combien de matchs il y a eu en Coupe Lorsqu'il a d'Afrique été appelé, il a souvent pris le banc que le terrain. Il rentrait par intermittence de temps à autre. Moi, Bon, je c'est dis, vrai je que- le répète, cette équipe a mûri. Elle a Elle a grandi, mûri, elle a grandi. voilà. Il y a un acquis, on ne peut pas tout remettre en cause, tout ce qu'a fait Ali Lozic. Il a apporté la rigueur, il a constitué une ossature, et c'est la même ossature. Il n'y a pas de Pour changement. finir la question, Il n'y a moi- pas de changement, pardon. Maintenant, l'équipe a mûri, on demande plus. La Chab, qu'est-ce qu'il demandait? Le Chab, il y aurait de la casse Ifriqiya. Maintenant, il ne faut pas jouer au. Il faut la ramener. Il faut essayer de la ramener. Voilà. Ça ne va pas être facile. Il faut être Ça démocrate va sur pas le être plateau. facile. Kirman n'a pas fini. je finis la comparaison. L'ossature, c'est vrai, mais je ne parle pas de la Coupe du Monde. Mandi, qu'on vient de voir sur les images, il n'était pas un titulaire indiscutable sous l'ère de Vaïd. Il y avait Mustapha, il y avait plein de joueurs qui jouaient à droite. Roulam et Msbah, bon, ils alternaient. La défense n'a jamais été même. stable, mais Rafik les appelle les 3 fantastiques. Moi, on les appelle maintenant sur les réseaux sociaux les BFM. Oui, c'est les BFM. Brahimi, Mahrez et Ferroli. C'est la ligne offensive c'est le compartiment le plus important de. Alors qu'au temps de Vaïd, il y avait Soudani, Slimani et Ferroli. Avant la Belgique et même pendant la Belgique, Vaïd n'a jamais fait jouer ces 3 joueurs ensemble en même temps. Jamais. Titulaire. Jamais. Alors que c'est une merveille de les voir jouer ensemble. Ensemble. Ils ont pratiquement le même style de jeu. Ils sont complémentaires et c'est maintenant la force de l'équipe nationale. Donc c'est vous dire que l'ossature, c'est vrai que c'est pratiquement le même groupe, mais c'est pas forcément même le dispositif. Lorsque Gourcuff était venu, il avait promis de jouer en 4-4-2. Finalement, apparemment, je demande d'ailleurs à Nordin Saadi. C'est pas vraiment le 4-4-2 qu'il souhaitait. Peut-être qu'il a vu que cette équipe, c'est un 4-3-3. Ne répond pas au ne répond pas. C'est pas un répond pas. Moi, je regardais le match, messieurs, franchement, dans mon canapé, je regardais ce match-là. Et quand je les voyais jouer, et je voyais Gourcuff avec son très élégant costume et son col roulé, il faisait froid à Blida, je me suis dit, ce gars-là, quand il est arrivé, il s'est dit, purée, quelle chance j'ai d'avoir une équipe pareille. Ben oui, on l'a dit. Parce que c'est vraiment génial, quand on aime le jeu, c'est génial d'avoir une équipe pareille, Nordé. De toute façon, lui, quand on Il l'a... doit jubiler. Il jubile. Non, Il il a- jubile. il a- il a accepté, ça a été l'un des paramètres qu'il a fait, il a accepté. Il a regardé, il était en position de choisir
Et il a bien voulu regarder cette équipe. Il a observé, il a eu la chance d'aller au Mondial, il a observé. Évidemment, lui, sa manière de faire, sa stratégie, c'est le beau jeu. Il a la patte pour arriver à faire ce qu'il veut. Et là, il le sait. C'est pour ça qu'il a changé ça. J'ai discuté avec lui il y a quelques jours en aparté et il me disait il n'y a pas de système figé. Il n'y a pas de système figé. C'est ce que je voulais expliquer dans la toute première émission. Parce que votre 4-4-2, il l'a retenu, Gourcuff. Ben oui, moi je ne suis pas contre le 4-4-2. Je suis contre aucun schéma de jeu. Moi je suis contre un entraîneur qui vient avec un schéma et qui veut l'imposer figé. Ce n'est pas le cas de Gourcuff. Un entraîneur moderne, c'est celui qui s'adapte aux joueurs qu'il a, à l'adversaire. Et même pendant le match, il peut te changer au cours du match. C'est ça le grand coach. Qui peut changer la physionomie d'un match, surtout quand c'est mal engagé. Tu tapes Gourcuff sur Google, tu sors le 4-4-2. Et qui a écrit le papier? Tous des papiers algériens. C'est tout ce qu'on a retenu avant qu'il ne vienne, avant qu'il n'arrive en Algérie. Gourcuff va jouer en 4-4-2. C'est comme si que le 4-4-2, c'est la panne. Mais au niveau du club aussi, quand il travaillait à Lorient, il avait le 4-3-3 par rapport aux éléments qu'il a. C'est pour cette raison qu'il est venu avec le 4-4-2. Avant qu'il n'arrive, on a voulu faire l'entraîneur du 4-4-2. Mais c'est lui qui l'a dit. Le fait qu'il ait donc autant de c'est devenu obsolète. On ne joue plus en 4-4-2 ou en 4-3-3. On joue un système selon ce qu'on a et selon ce qu'on appelle évolutif. C'est un système qui évolue avec le jeu. Moi, je dis une chose. Moi, cet entraîneur, il fait passer ses arguments d'abord avant les arguments de notre équipe. C'est-à-dire qu'il joue avec sa propre force. À la limite, mais je m'en fous de l'adversaire. Mais il fait appliquer ce qu'il a. Et il leur demande de jouer mon jeu à l'adversaire. Voilà, exactement. Tout à l'heure, il a dit qu'on a joué avec des nations. Messieurs, il reste 10 minutes. 10 minutes, rapidement, Amine. On disait qu'il a de la chance. On ne doit pas nier les compétences de Gourcuff. Mais il a vraiment de la chance d'avoir un groupe pareil parce que n'importe quel entraîneur, Nordine Saadi est certainement d'accord, rêverait d'avoir un effectif pareil parce que Brahimi Ferouli, il y a 5 ans, on n'imaginait même pas qu'ils allaient jouer un jour pour l'Algérie. Voilà. Il a de la chance, on va passer maintenant à la dernière partie de l'émission, mesdames, messieurs. Votre partie, le Face à vous. Alors, on va cliquer, ouvrir la page FaceFoot et regarder un petit peu ce que les internautes nous ont posté. On va commencer par cette question. Je ne sais pas, on va voir tout à l'heure. Alors, il s'appelle Hakim Bendali et il nous pose cette question. Pourquoi la construction des stades traîne tant? Pourquoi on n'utilise pas des matériaux modernes de construction plus légers, plus faciles à manier? En gros, pourquoi on n'a pas des stades aux normes internationales? Personne n'a fait l'architecture ou matériaux de construction? Je pense que tous les matériaux qui sont en train d'être utilisés actuellement sont des matériaux très modernes et on est en train de réparer ce qui est à réparer et construire ce qui est à construire avec toutes les techniques modernes, le stade de Balaki, le stade d'Oran, etc. Même le stade du 5 juillet qui a été rénové, qui est en train d'être rénové, c'est avec des matériaux modernes. Il veut dire pourquoi ça ne va pas vite. Pourquoi ça ne va pas vite et pourquoi ce n'est pas des stades aux normes vraiment internationales? Pourquoi on construit toujours pareil des stades Mais on ne les a pas encore vus. Non, mais je peux vous assurer que les deux stades d'Alger, c'est-à-dire Brak et qu'on a vu un petit peu, Douala, on n'a rien vu. Voilà, ne sont pas construits avec des méthodes modernes. C'est-à-dire c'est toujours le béton, etc. Il paraît que le stade d'Oran, et il y a une charpente métallique avec... Non, mais le béton il doit exister. Oui, il y a la charpente métallique qui change un petit peu. Et ça va être la même chose. Ça va être le même style. C'est-à-dire comme, souvenez-vous du superbe nid d'abeilles de Pékin. De Pékin ou là de Johannesburg, même à Johannesburg avec la question, elle n'est pas fortuite de Hakim parce qu'on espère... C'est bientôt aussi, en janvier. On espère accueillir On m'explique comment le Gabon a construit un très beau stade en 18 mois. C'est des Chinois, comme chez nous. Et chez nous, on n'arrive pas à construire un stade en 18 mois. aussi, elle a fait. Mais chez nous, c'est un problème. C'est quoi Le problème de procédure. Le problème de procédure. On bute toujours sur des problèmes de procédure. C'est la bureaucratie. C'est quand on parle de bureau d'études, c'est des études qui durent 2 ans, 3 ans. Le problème d'Awa.
Au Gabon aussi, on a vu. Oui, non, mais tu m'as pas compris. Ça va plus vite. Sur le problème En fait, la bureaucratie est un mal profond en Algérie. Voilà. C'est un problème procédurier. Le CTC, Ici, le bureau, on se rend compte par la suite que le terrain qui a été pris n'appartient pas au domaine, il appartient à d'autres personnes, etc. C'est aussi valable pour les autoroutes. Souvent, on dévie le tracé parce qu'on se rend compte que les domaines ne sont pas... Il y a un tas de choses. Commencer la construction. Mais une fois le chantier déjà entamé. Le chantier de Barraqi, il y a eu un arrêt, mais c'est clair, il y a eu un arrêt qui est très important. Il y a des délais qui ne sont pas respectés aussi. Voilà, j'espère que même s'il n'a pas fait travaux publics... On a quelques idées sur le... Voilà, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être des petits bijoux qui vont enjoliver Alger. Alors, le chroniqueur de FaceFoot, il est là. Vous avez demandé après lui tout à l'heure, Jamel. Mohamed Trombadji, il pose pas une question aujourd'hui. Il dit juste bon courage Riyad pour les questions à lire. C'est vrai que j'ai du mal à me retrouver. Par contre, celle de Fawzi Arsenal, moi j'aime bien parce qu'on n'en a pas parlé. On n'a pas parlé, c'est vrai qu'il y a le derby algérois Usma Mouloudia ce week-end. Mais il y a aussi le derby kabyle à Béjaïa, Mob JS Kabylie. Pourquoi vous n'en parlez pas? Je pense que la saveur des derbys cette saison, c'est comme le championnat. C'est pas très piquant. On avait l'habitude d'avoir des derbys GSM Béjaïa, JSK. Cette année, c'est le Mob. Voilà. Mais le Mob, avec tout le respect que j'ai pour la JSMB, j'y ai beaucoup d'amis, notamment le président, Tayeb. C'est un club que... Il n'est plus président. En tout cas, c'est le président emblématique de ce club. Le Mob, ça reste quand même le club le plus populaire. À Béjaïa, c'est vraiment une fête de galerie dans ce derby. Et là, c'est vraiment le grand derby de la Kabylie. Je ne sais pas si tu es d'accord à l'affaire. Je ne sais pas, est-ce que c'est le grand derby? Il n'y a pas eu beaucoup de matchs entre la JSK et le Mob. C'est-à-dire le Mob. Et puis on dit que les supporters du Mob sont aussi supporters de la JSK. Avant, oui. Je suppose que même les supporters de la JSMB, on a parmi eux qui supportent la JSK. La JSK, c'est le grand club de la région, de la Kabylie. C'est la plus importante entre la JSMB et ceux de la JSK. Mais malheureusement, on croyait que ça allait être une fête. Le premier match après tant d'années entre le Mob et la JSK, mais l'année précédente, tout avait bien commencé. Ça, c'est mal. Avec des tifos entre les deux galeries, etc. Ils sont même assis ensemble, mais malheureusement, il y a eu quelques échauffourées, il y a eu des jets de projectiles, etc. Donc, ce qui fait malheureusement... mal, c'est qu'il y a plein de supporters de Mouloudia de Béjaïa qui adorent la JS Kabylie. C'est ça, oui. Et là, quand ils viennent de dire Interman, l'année passée, ça a très mal. Donc on sait vraiment ce qui pourrit le football. J'espère que ce derby sera une fête La dernière fois, pour la Kabylie. a bien parlé de ça. Tous les autres derbys du pays, ils doivent, surtout celui-là entre la JSMB et le Mob et la JSK. Et il y a l'Asmo MCO aussi. Ils doivent prendre l'exemple, comme l'a signalé Saadé lors de la dernière émission, ils doivent prendre l'exemple sur le derby algérien entre l'Usma et le Mouloudia. Il y a une animosité, mais il y a une rivalité sportive incroyable dans les quartiers du club, des deux clubs, mais il n'y a jamais eu de dépassement. De mémoire, il ne s'est jamais rien passé. Moi, je ne me rappelle pas un match de dépassement. Il y a eu. C'est vrai qu'il y a eu une rivalité. À l'époque, très longtemps, du huis clos, tout à fait. il y a eu une échauffourée entre Mziani, et Marouf, tous les deux. Ça a créé ce qu'on appelait à l'époque le premier huis clos du football algérien. Et ça a été de très lourdes sanctions à l'époque. Mais je veux dire, pas d'échauffourée, pas d'incident, pas de blessés. Non, il y a eu à l'époque, il y a eu, c'était la première et la seule. Mais ce qui est extraordinaire entre le Mouloudia et l'Usma, au temps des anciens dirigeants, c'est qu'il y avait un deal. Vous ne me prenez pas mes joueurs, je ne vous prends pas vos joueurs. Et lorsque des joueurs voulaient migrer, ça ne marchait pas. Il y avait un cas, c'était German, également, qui est parti au Mouloudia pour une saison et qui est revenu illico presto. Betroni, c'était à la fin. Non, Betroni, il a été cédé par le. Alors, on va passer à une autre question, celle de Ruslan Sahar qui dit Hadj, donc je dis, on va passer aux deux dernières questions. Pourquoi ce coach, il parle de Gourcuff, attend 10 minutes, les 10 dernières minutes pour faire rentrer Bounja, pourtant meilleur sur tous les plans que Slimani, apparemment c'est un grand technicien, Ruslan. Slimani, le pauvre, il va souffrir du syndrome Ghazal, car en 10 minutes, il voulait prouver qu'il était bon et la conséquence, il a beaucoup raté. On a gagné 3-1 avec une écrasante maîtrise du ballon
est qualifié. Pourquoi garder un joueur qui a raté tout ce qu'il a entrepris, en l'occurrence Slimani? Apparemment, il n'aime pas Slimani. En tout cas, je suis à moitié d'accord avec lui. C'est-à-dire que peut-être que Bounjah méritait un peu plus de temps de jeu pour vraiment le voir à l'aise. Votre avis, Nordin? C'est son début. C'est-à-dire, l'entraîneur, moi, au départ, j'avais 12 dit... minutes quand même, Nordin. Pas beaucoup. Moi, au départ, j'avais dit que si j'étais à la place, ou bien, on a coutume de faire le turnover quand on avait le résultat acquis. Assuré. Mais après, quand j'ai entendu l'explication de M. Gourcuff, j'ai adhéré. Parce qu'il a dit cultiver la dynamique de victoire, c'est aussi ne pas céder à changer pour changer. Donc c'était aussi, je suis certain qu'il a été très heureux du résultat, mais qu'il a été outré de la manière avec laquelle nos joueurs ont terminé le match. Ouais. Parce qu'ils sont sortis un peu du match. Ouais. Et ça sera un avertissement pour lui. Je suis sûr qu'il va travailler là-dessus. Ceci dit, M. Ousmou Bounjah, il a tout le temps pour lui. Il a été choisi. Je suis sûr qu'il va le garder dans l'effectif. Il a encore du temps. C'est vrai qu'il aurait un bon joueur pour jouer à l'aise. Il lui faut, à mon avis, au moins une demi-heure. On va parler des choix d'attaque hein, de Gourcuff avant la CAN, notamment la semaine prochaine après le Mali. Est-ce que, pour vous, la victoire était importante pour lui, le sans faute? La victoire était importante. Il fallait qu'on continue sur la même dynamique, d'une part. Et secondo, il ne faut pas oublier qu'il est en train de préparer une équipe pour la Coupe d'Afrique. Slimani est pour lui, pour le moment, un potentiel indiscutable, un titulaire indiscutable. Maintenant, ramener Bounedjah, le problème de Bounedjah, c'est dommage pour lui, c'est qu'il a voulu tout faire en l'espace de 12 minutes. Il a voulu frapper les esprits en essayant de marquer par tous les moyens et il est tombé dans un excès d'individualisme qui risque de lui coûter très cher. Parce que c'est pas le syndrome de Rezzel, c'est autre chose, c'est totalement différent. Il a des qualités, ce jeune-là. Il a d'excellentes qualités, mais on ne peut pas s'imposer de cette manière. Aussi rapidement. Mentalement, je dirais qu'il a raté sa rentrée. Voilà, il a raté sa rentrée mentalement. Voilà ce que je veux dire. Je pense qu'il aurait été mieux de le faire incorporer en deuxième mi-temps. Il aurait eu 45 minutes. Peut-être qu'il aurait plus de temps de montrer ce qu'il peut. Il marque aussi, comme ça il reprend confiance. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit le téléspectateur par rapport à Slimani, parce que pour moi, je ne sais pas si j'ai raison ou pas, Saadi, mais pour moi, un attaquant qui se crée une vingtaine d'occasions, même s'il ne marque pas, ça veut dire que c'est un bon attaquant. Ça veut dire il a fait un de ses meilleurs matchs sans marquer. Ça veut dire qu'il était il a fait bien un de ses meilleurs matchs, Slimani. Meilleur match. Alors, on va terminer par Julio Lazare qui nous dit il y a des échos qui disent que le match face à l'Éthiopie, on a vendu 3000 billets seulement. Vous ne trouvez pas que le stade de Blidash mais l'équipe nationale, vu que la majorité des supporters sont de cette wilaya et dans les environs, mais c'est pas vrai, on vient de loin, hein, même à Blida. Vous ne trouvez pas que l'équipe doit jouer et varier entre les stades? Il faudrait qu'il en ait déjà, dans le territoire. Oran, Annaba, Constantine par exemple, même les gens de ces régions ont le droit de voir l'équipe nationale jouer chez eux, sur leur terrain, comme fait chaque nation dans le monde. Messieurs. Je suis tout à fait d'accord. Aussi. D'autant plus que je crois savoir. La France a joué à Rennes, je crois. Je crois savoir que les joueurs algériens ont eu un petit peu mal lors des 2 derniers matchs. D'abord parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde. Ensuite, il y a eu un petit comportement qui n'a pas plu aux supporters. C'est le fait de siffler Zimamouche, par exemple, de siffler Slimani, dont on parlait. Donc, il commence à se poser la question, pourquoi on joue encore donc les joueurs se posent la même question que Lazare. C'est pas nouveau, aller jouer à l'intérieur du pays. L'équipe nationale doit tout le temps jouer à Annaba, Oran, Constantine, Tiaret, à Mascara. On a même joué au stade de l'unité maghrébine, à Béjaïa. Non, Relizane, non, jamais. Non, l'équipe nationale a jamais. Mascara, oui. Tlemcen, oui. Tlemcen, on a joué pendant. Parce qu'on n'avait pas. Mais maintenant, le problème qui se pose, c'est un problème de stade. Voilà. Il y a uniquement le stade de Hamlaoui. À la limite, celui de Annaba, s'ils le refont
correctement comme il est question. Mais s'il y a 3 ou 4 grands stades... Mais je crois qu'on va tourner. Elle va tourner. Il faut qu'elle tourne. Parce qu'il faut que les wilayas prennent leur disposition, il faut que ce soit la fête partout. Quand il y a un match de préparation, pardon, des matchs officiels, je pense qu'ils choisissent un terrain. Ça se joue à au terrain dans la capitale, je pense. Le terrain dans la capitale, Il y a un seul beau c'est terrain, clair qu'ils vont... il ne faut pas sortir de... Écoutez, ce qu'on a dit tout à l'heure, Lequel que le pourcentage dans la pyramide pour l'obtention des résultats, le terrain fait partie. Or, la fédération, elle a investi énormément pour donner, ou pour, comment dirais-je, pour que nos joueurs soient à l'aise. Oui, mais la Pas fédération, le stade, le depuis terrain. quelques semaines, a voulu quitter Blida. Pour D'accord, d'autres raisons. Pour d'autres raisons. Mais le terrain, il a été très bien préparé, à part, aussi est bien préparé. à part Constantine, où l'équipe nationale peut jouer parce que c'est un beau terrain et puis il y a beaucoup de supporters. C'est une grande ville, c'est la deuxième ville du pays. À Constantine, il n'y a pas d'autre. Voilà. Le coach a fait comme ça et Mehdi Haddad aussi a fait comme ça. C'est terminé, messieurs. On est arrivé au bout de l'émission. Et oui, déjà, mais rassurez-vous, Nordine, vous reviendrez lundi prochain. Chez nous, on ne vire pas les coachs, il n'y a pas de turnover. Il reste jusqu'à la fin de la saison au moins. Merci, messieurs, merci d'avoir. Vous verrez les journalistes. On vire les journalistes, oui. Et sans préavis. Jamal Al-Azdilan, je plaisante. Merci à vous. Merci à vous tous. On se retrouve, même heure, même chaîne, lundi prochain, 21h, pour un autre numéro de Face Foot. À la semaine prochaine. Bonsoir.